Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Donc, je suis Célia Colombier, j'anime le réseau ISE Île-de-France Santé Environnement. C'est un réseau qui est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui est un département de l'Institut Paris Région. Et aujourd'hui, l'Institut Paris Région est d'ailleurs bien représenté pour notre webinaire. Donc, l'objectif de ce réseau, en un mot, c'est de développer une culture commune en santé-environnement et de rassembler les acteurs et de leur permettre de diversifier, d'intensifier leur collaboration. Alors, parmi nos activités, on organise évidemment des événements dont l'objectif est de permettre la montée en expertise des acteurs professionnels et puis de donner à voir des initiatives inspirantes. Je vous invite à consulter le site du réseau que je vais vous partager dans le chat pour visionner nos précédents événements. Alors, ça fait 5 mois que maintenant qu'a débuté la série de webinaires Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent. On a abordé beaucoup d'enjeux complexes qui ont suscité d'ailleurs des discussions très intéressantes, notamment autour de la chenille processionnaire, du moustique tigre ou encore de l'agriculture et de l'alimentation. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode et avant-dernier donc de cette série intitulée Rafraîchir la ville. Il est tout particulier puisqu'il est le fruit d'une collaboration étroite avec Ecopolis, qui est le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable, qui vous sera présenté par la suite. Et donc, compte tenu du sujet, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers Alban Narbonne, à qui je cède aujourd'hui l'animation, qui est chargé de mission urbanisme et santé chez Ecopolis, qui est d'ailleurs un adhérent très actif du réseau. Et je te remercie encore, Alban, d'avoir accepté mon invitation. Donc, avant de te laisser la parole, quelques informations techniques pour vous qui nous écoutez. Le webinaire, il se découpe en 2 parties. Il y a une première partie de présentation durant laquelle vous pourrez poser des questions via le chat, enfin via l'icône, en cliquant sur l'icône Q&A qui doit être en bas à droite de votre écran. C'est l'espace qui est réservé aux questions et le chat qui est un petit peu plus haut, qui est une bulle, c'est plus pour échanger des ressources et des informations. Et la seconde partie de l'événement, donc les 30 dernières minutes environ, seront consacrées aux questions. Donc, Alban relaiera les questions que vous avez posées aux intervenants. Si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, on déposera une foire aux questions sur le site du réseau dans l'article qui est dédié au webinaire. Voilà, bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup Célia, bonjour à toutes et tous, ravi d'animer ce webinaire puis de collaborer une nouvelle fois avec le réseau ISE. Peut-être juste 2 mots sur Ecopolis, je me permets, voilà, donc on est le centre de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable, une association loi 1901, et donc du coup on œuvre, comme notre nom l'indique, pour généraliser l'approche de l'urbanisme durable auprès de tous les professionnels franciliens. On a 4 grandes missions au sein de notre centre de ressources. Bien sûr, une mission de veille et puis de collecte et de relais de l'information. C'est vraiment le cœur du centre de ressources, justement. Une mission d'animation et de mise en réseau au travers d'un certain nombre d'événements qu'on organise ou bien on a le plaisir de co-organiser avec des partenaires comme le réseau ISE. La formation, évidemment, qui est un volet important de notre travail, la formation de tous les professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme. Et puis un dernier volet d'accompagnement, notamment au travers de démarches qu'on porte, les démarches quartier bâtiment durable francilien. Et prochainement également une démarche qui a été développée par l'ADEME qui s'appelle la démarche Écrin, une démarche centrée autour de la qualité de l'air intérieur. Sur les sujets plus spécifiques de l'urbanisme et de la santé, on s'emploie en fait à reprendre ces 4 grands axes de travail, avec bien sûr un travail de veille et de production de contenu, que ce soit des articles, des dossiers, mais aussi des webinaires, des événements, comme ça peut être le cas aujourd'hui ou comme on peut en faire régulièrement. La formation également, je vous en redirai 2 mots à la fin de ce webinaire, puisqu'on a une formation justement totalement en lien avec l'objet de nos échanges du jour qui arrive à la rentrée en septembre. Et puis l'accompagnement aussi, un peu plus au cas par cas, mais on se tient aussi à disposition de tous les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme pour progresser sur ces sujets de prise en compte des enjeux de santé dans leurs projets. Ces petites présentations d'Ecopolis faites, je vais simplement essayer de vous dire 2 mots du sujet du jour pour recontextualiser un peu nos échanges, même si on aura des intervenants très pointus sur ces questions, donc je ne vais pas du tout leur voler la vedette et parler à leur place, mais
Simplement se dire que cet enjeu de chaleur en ville, de confort thermique, pour généraliser un peu, c'est un enjeu en fait auquel l'être humain est confronté depuis sa sédentarisation, je dirais presque. On a à travers les époques et les périodes dans le monde différents types d'approches architecturales qu'on pourrait peut-être qualifier de manière rétroactive de bioclimatique, sans rentrer dans les exemples auxquels on pense tous. On peut penser à un certain nombre de pratiques architecturales dans le monde arabe ou bien sur le pourtour méditerranéen. Mais en Europe, et alors en France, en Europe plus généralement, avec l'arrivée du modèle moderniste, et puis toute la grande période de reconstruction qui a suivi la guerre, on a assisté à une certaine standardisation du logement et de la construction qui ne prenait plus vraiment en compte ces enjeux-là. Il faut dire aussi que pendant très longtemps en Europe, dans les régions tempérées, c'était pas tellement des préoccupations qu'on avait à l'esprit, les enjeux de confort thermique. Et puis souvent, ça s'est retrouvé cantonné du coup à un sujet assez technique qui était traité par des systèmes de machinerie qui avaient un fort impact en carbone notamment et en usage de ressources. En France, le sujet, et je vous l'apprends pas, c'est surtout avec la canicule de 2003 qui s'impose vraiment dans l'espace public et dans les débats. Et puis depuis 5 ans, on assiste quand même à une généralisation et une augmentation des vagues de chaleur, des pics de chaleur. Et on assiste en fait aujourd'hui à une forme de normalisation d'un ensemble de scénarios climatiques qu'autrefois on aurait jugé comme plutôt pessimistes. D'un point de vue réglementaire, du coup, j'y faisais brièvement allusion tout à l'heure, on a eu des réponses assez tardives, mais la RT 2012 puis la RE 2020 ont tenté d'apporter des premiers indicateurs pour répondre à ces enjeux. On avait l'indicateur de température intérieure conventionnelle dans la RT 2012, et puis il y a eu 2 nouveaux indicateurs avec la RE 2020, le BBio et le degré heure. On a aussi des réponses qui se trouvent au niveau de la planification, qu'elles soient par exemple locales ou régionales. Je pense bien sûr au PRAC actuellement au niveau de la région Île-de-France, le plan régional d'adaptation au changement climatique. Mais voilà, il faut quand même avoir à l'esprit que pendant très longtemps, c'est un sujet qui est resté surtout cantonné aux préconisations des bureaux d'études, dans les cahiers de prescription ou via des modélisations telles que les simulations thermiques dynamiques, avec toujours un débat autour de ces simulations, puisque voilà, on s'écharpe souvent sur la question des indicateurs et quels indicateurs sont les plus pertinents pour faire ces simulations. Bien entendu, la raison pour laquelle ce sujet nous préoccupe, et c'est notamment l'objet de nos échanges du jour, c'est que ces pics de chaleur et cet inconfort thermique, ils ont des effets directs et indirects avérés sur la santé des populations. Et comme pour la pollution, le problème n'est pas seulement lié au pic, mais aussi à une exposition continue ou répétée dans le temps, et c'est le cas notamment lors des vagues de chaleur. De façon générale, et je rentre pas dans le détail parce qu'on en reparlera, mais il y a une plus grande sensibilité et une surmortalité chez un certain nombre de personnes plus vulnérables, les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes, les populations qui peuvent être en errance notamment, qui sont plus exposées à ces phénomènes aussi, et puis toutes les personnes qui sont sujettes à un ensemble de conditions médicales préexistantes. Un certain nombre de pathologies, notamment cardiovasculaires et respiratoires, qui augmentent la sensibilité aux effets de la chaleur et de l'inconfort thermique. Et puis il y a aussi des effets plus indirects. Par exemple, on sait que la chaleur urbaine va avoir un impact sur les pics de pollution à l'ozone, donc augmenter la dégradation de la qualité de l'air et avoir un impact aussi direct sur la santé des populations. Pour répondre à ces enjeux, on a 2 grands types de solutions. On a des solutions qui sont plutôt d'un registre mécanique, mais là aussi ça pose problème. On peut penser à l'exemple assez classique de la climatisation qui en fait ne sert juste qu'à déplacer le problème de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur. Donc c'est pas une réponse qui est totalement satisfaisante en termes de résorption de la chaleur. Puis on a aussi des solutions dans un registre passif, ce qu'on appelle les solutions passives, et on aura notamment quelques illustrations tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Simplement en terminant en disant que c'est un sujet vraiment d'actualité. On a le PRAC, tout à l'heure j'y faisais allusion, qui est en cours d'élaboration au niveau régional. Et puis je voulais aussi mentionner le fait que dans le cadre des travaux qui ont lieu aujourd'hui dans le plan régional santé-environnement 4, cet enjeu de l'impact sur la santé, de l'inconfort thermique et de la chaleur en ville, c'est évidemment un enjeu qui traverse les réflexions dans les groupes de travail et qui, je l'espère, aboutira avec des actions dans les années à venir qui seront portées dans ce plan régional santé-environnement et puis également dans le PRAC. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'on a des experts qui sont beaucoup plus capables de nous expliquer tout ça et qui vont prendre la parole maintenant. Et puis on va commencer tout de suite, du coup, en abordant les enjeux changement climatique, chaleur et santé, et puis faire un décryptage de ces enjeux avec Erwan Cordeau, chargé d'études climat au département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région, et Sabine Host, qui est chargée d'études environnement à l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France.
partage. Bonjour à tous. Vous me dites si vous voyez bien le partage. C'est bon. C'est bon. Ça va? Bon, Parfait. bonjour à tous, Erwan Cordeau, et on va s'exprimer à double voix avec Sabine Host de l'ORS avec moi sur cette présentation, on va dire décryptage des enjeux, sur le rafraîchir la ville. Je commence tout de suite par un temps entre guillemets sur ce que l'on observe et ce que l'on pressent du point de vue de l'évolution de la chaleur en ville et en Île-de-France. Pour introduire le propos, il y a deux types d'évolutions. Il y a les évolutions climat et puis il y a aussi les évolutions socio-démo-urbaines. Donc ça, c'est des grands rappels. Il y a à la fois une évolution du contexte mondial qui interfère sur le local avec les effets du réchauffement que l'on observe aussi sur les territoires et en Île-de-France. On va s'intéresser aux températures, aux sécheresses et aux vagues de chaleur. Et puis des phénomènes aussi d'augmentation des populations en zone urbaine au niveau global et selon les Nations Unies, avec un autre effet qui est l'effet aggravant d'îlots de chaleur urbains lié à l'extension des tissus métropolitains urbains. En parallèle, Alban l'a dit, les enjeux liés au bâti vont être doubles. On observe aussi un défi d'extension urbaine versus la densification. Donc on prône une densification notamment par rapport à l'étalement urbain, par rapport aux gaz à effet de serre, à la diminution des déplacements et de la cause du réchauffement climatique. Mais à contrario, c'est une poursuite de la minéralisation des villes avec une densité de personnes qui sont dans ces villes-là. Et puis, le glissement progressif des enjeux de confort d'été pour la sphère du bâti et notamment de disponibilité aussi de l'eau pour les besoins vitaux et le rafraîchissement des centres urbains. Donc, ce que l'on observe, alors ça c'est quelques éléments qu'on a déjà présentés en préambule, mais qu'on rappelle ici, les éléments de l'étude régionale sur la vulnérabilité au changement climatique qu'on a refait avec ARB, ORS, l'Institut, et avec des éléments qui nous viennent du grec francilien ou du portail Drias par exemple, et en lien avec la chaleur, il y a deux évolutions. Les évolutions tendancielles, donc la poursuite d'une élévation des températures. On constate qu'on a une élévation des températures en Île-de-France d'environ 2 degrés, ça c'est en moyenne annuelle, depuis le milieu du XXe siècle à aujourd'hui, ça fait 0,3 degrés par décennie, que en prospective, la poursuite de ce réchauffement au cours du XXIe siècle est avérée en lien avec le changement climatique. Ce dernier pourrait dépasser 3 degrés, voire atteindre 4 degrés. On parle beaucoup aujourd'hui d'une hypothèse à 2100, d'un scénario d'une France et d'une Île-de-France à 4 degrés. L'assèchement des sols, c'est quand même en lien aussi avec cet effet de la chaleur en croissance. C'est on sort l'eau du sol par excès d'évapotranspiration. Donc c'est pas anodin de signaler aussi que les événements de sécheresse en prospective seront de plus en plus marqués, notamment la sécheresse des sols. Deuxième temps d'évolution, c'est les extrêmes climatiques. Alors là, on parle beaucoup des vagues de chaleur et des canicules. Celles de 2003, voire plus sévères, sont probables selon les informations de la science rassemblées à l'occasion de cette étude de vulnérabilité. Et puis l'évolution des sécheresses qui sont aussi considérées comme des événements des extrêmes climatiques, et donc tous les types de sécheresse sont amenés à évoluer à la hausse. Un petit rappel on va dire d'une infographie de Santé publique France qui est sur les événements de canicule de cette dernière vingtaine d'années, avec la très symbolique et très sévère canicule 2003. Vous avez
en abscisse, si on peut parler d'abscisse, les années depuis 2003 jusqu'à 2018, ça s'arrête à 2018, et le nombre de départements qui sont concernés chaque année. Alors 2003 et 2006 ont été très largement, ont touché tout le territoire français, jusqu'à 87 départements donc français en 2003, 65 en 2006, et on observe sur ces 5 à 6 dernières années une recrudescence du nombre de départements concernés, 2015, 2017, 2018, et je rajoute, puisque ce n'est pas sur l'infographie, 2019, 2020 et 2022, avec des phénomènes particuliers comme des phénomènes de canicule plus précoces, voire tardives, c'est notamment l'été 2019 et l'été 2022, et puis que le niveau d'impact sanitaire associé à ces événements, eh bien, il continue à être très important. Voilà, donc là, on y reviendra avec Sabine, et donc ça, malgré la mise en œuvre du plan canicule dès 2004, au lendemain de la canicule très sévère de 2003. Un mot sur vagues de chaleur, canicule, est-ce que c'est la même chose, est-ce qu'on parle de la même chose? On peut dire que les vagues de chaleur, c'est un terme générique qui correspond à des températures anormalement élevées et observées pendant plusieurs jours, donc on part plutôt des extrêmes de température diurnes. Et puis la canicule, c'est bien cerné par un événement au moins 3 jours consécutifs sur la base d'un seuil de température important le jour et important la nuit. Donc on introduit aussi la période nocturne pour définir vraiment l'aspect canicule, et qui répond donc dans sa définition première à des chaleurs inhabituellement fortes qui présentent un risque pour une large partie de la population. Là, c'est là qu'intervient particulièrement la problématique de santé publique, et notamment pour les personnes fragiles, surexposées, etc., et avec des niveaux de vigilance qui correspondent notamment au déclenchement ou pas du plan canicule. Voilà. Un mot de prospective sur celle-là, tirée du portail Drias, sur les vagues de chaleur tout d'abord. On va comparer, alors bien sûr, la prospective en matière d'effet du changement climatique se regarde toujours selon un des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, selon les performances ou c'est selon l'évolution des efforts qui sont faits en matière d'émissions des gaz à effet de serre. Donc là, si on compare la situation de référence, là en l'occurrence en bas à gauche, 67-2005, sur le nombre de jours de vagues de chaleur. On va comparer ça à 2 scénarios aux horizons proches, moyens et lointains. Alors, le scénario de la trajectoire RCP 4.5, c'est un peu on va dire, le scénario où on essaye de stabiliser les concentrations de CO2. Le scénario du pire, c'est le 8.5. Intéressons-nous donc au scénario où on essaye quand même de stabiliser les concentrations de CO2 pour l'avenir. Et donc, dans un horizon proche, moyen et lointain, donc c'est les 3 vignettes du haut, vous voyez l'évolution importante du nombre de jours de vagues de chaleur chaque année sur le territoire francien, et sa distribution avec des effets un petit peu nord-sud et puis généralisés pour la fin de siècle. Donc, c'est des évolutions qui sont en moyenne sur la période de référence autour de 7 jours par an, et dès la période dans laquelle on rentre, c'est-à-dire 2030 on va dire, on passe à un doublement de ces valeurs, et puis on va jusqu'à pratiquement x4 en fin de siècle. Si je regarde maintenant la prospective Drias sur les données de température de nuit tropicale, c'est-à-dire une température de nuit, on va dire les minima de température observées la nuit à plus de 20 degrés, on va dire en moyenne, c'est-à-dire on reste en deçà, toujours au-delà de 20 degrés. La ville, le territoire n'arrive pas à se refroidir la nuit. Eh bien, voyez toujours la référence, on est autour de 5 à 6, entre 3 et 6, on va dire, jours de nuit tropicale, et on va effectivement encore démultiplier dès les horizons proches, multiplier par 2, etc. Vous voyez, et en l'occurrence, on voit un effet beaucoup plus discrétisé, concentré de ce nombre de jours de nuit tropicale sur l'agglomération centrale de l'Île-de-France. Donc, on va l'expliquer ça par un autre élément,
qui n'est pas lié à la climatologie et l'évolution du changement climatique, qui est lié à l'évolution de l'urbanisation. Et donc ça, c'est la reconstitution par la modélisation, et les chercheurs, notamment dans le cadre du projet MAPUS de l'ANR, c'est la reconstitution d'une période d'un été chaud, type un peu canicule 2003, selon le type de vent. Là, c'est en l'occurrence par des vents de secteur sud-ouest, la distribution d'un effet lié à l'urbanisation de températures supplémentaires effectivement à la donnée climat. Voilà. Et donc, on a des degrés qui vont, entre guillemets, de +1 en jaune aux arrondissements parisiens les plus centraux de Paris à +6 à 7 degrés pour imaginer que ça se rajoute à la météorologie locale qui va toucher un territoire. Et ces derniers mots d'introduction sur la prospective, c'est la sécheresse des sols. Vous voyez que les informations, aujourd'hui, on est sur un territoire qui est proche de la normale, plutôt proche de la normale dit humide, et dès l'horizon proche, on passe à un territoire qui est plus ou moins déjà modéré sec à très sec, et ça va aller en s'aggravant jusqu'à la fin de siècle. Donc c'est à considérer en plus. Il y a chaleur et il y a aussi sécheresse. Quand les deux sont combinés, on peut avoir effectivement des super aléas à problème. Je laisse ensuite Sabine prendre la main. Merci Erwan. Donc la santé est déjà un peu en light. Excuse-moi, Sabine, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un message dans le chat qui suggère que les scénarios ont été inversés dans la slide chaleur. Est-ce que tu peux le remontrer peut-être, Erwan? Celle-là? Je sais pas. Alors, c'est peut-être le jeu des chartes de couleurs qui est trompeur, mais a priori non, c'est pas inversé. C'est pas inversé. Regardez, c'est pas effectivement les mêmes. Il y a les mêmes gammes de couleurs pour certaines, et puis par exemple l'horizon lointain, le 8.5 en fin de siècle. Là, on est dans une autre gamme de couleurs puisque là, on double complètement les valeurs par rapport à l'autre scénario 4.5. Est-ce que c'est ça qui est trompeur, peut-être? Voilà. Bon, non, la personne dit que c'est avant. Peut-être la slide d'avant, alors. Concernant le niveau moyen, peut-être? Bon, c'est pas. Je vérifierai, mais a priori, je vais regarder. Hein, Merci. Pardon, Sabine. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Non, je les introduis en disant que la santé est un peu en leitmotiv du discours. Il y a déjà eu des éléments qui ont été avancés. Juste pour préciser les choses, donc les effets de la chaleur. Lorsqu'il fait chaud, la température du corps aura tendance à s'élever, déclenchant des processus de thermorégulation pour maintenir la chaleur du corps à 37 degrés. Donc avec plusieurs mécanismes mis en place. De fortes chaleurs peuvent dégrader l'état de santé, comme ça a été dit, en particulier l'état de santé des personnes les plus fragiles, et cela peut conduire au décès. Donc quand on parle de décès attribuable à la chaleur, donc on parle de décès directement liés à la chaleur, traduisent par des hyperthermies, des déshydratations, des coups de chaleur. Mais ils interviennent pour la majorité suite à l'aggravation de pathologies chroniques, pathologies cardiovasculaires, pathologies de l'appareil respiratoire. Et par ailleurs, ces effets de la chaleur peuvent être majorés par la prise de certains médicaments qui entravent ces mécanismes de thermorégulation. Donc pour ce qui est de la mortalité, diapo suivante. Un grand nombre de travaux épidémiologiques montrent que lorsque l'élévation de température intervient, l'élévation du risque se traduit par une élévation du risque de décès, donc dès l'élévation des températures modérées.
et suit une relation non linéaire avec, comme on le voit très bien là sur cette illustration, un potentiel effet disruptif de certaines vagues de chaleur. Donc quand on est dans les domaines des chaleurs intenses, traduit par une augmentation très rapide du nombre de décès, mais aussi du nombre de recours aux soins, recours aux services d'urgence concentrés sur quelques jours. Donc c'est pendant les canicules, et en particulier ce qui a été très marqué pendant la canicule de 2003. Donc on parle ici de décès, donc cette pyramide pour rappeler que avant les décès, donc j'ai évoqué le recours aux soins et aussi les consultations médicales, toute la symptomatologie va concerner une part de la population bien plus importante et sur cette pyramide aussi est illustré le fait que les décès directs liés à la chaleur représentent une minorité des décès, donc ce sont bien des décès liés à des dégradations d'état de santé déjà fragilisés. Donc sur la diapo suivante, donc, ça a déjà été évoqué précédemment. Donc on parle de canicules et aussi des vagues de chaleur. Et au final, en termes d'impact de la chaleur, les canicules ne représentent qu'une partie de l'impact, une partie minoritaire. On estime à près d'un tiers de l'impact. Donc bien évidemment, il y a ce phénomène extrême de canicule, donc très bien illustré par la canicule de 2003, qui apparaît sur le graphique en haut à droite, ce qui se produit à Paris durant l'été de 2003. Donc on voit cet effet canicule très marqué avec 15 000 décès en excès au niveau national, 5 000 au niveau francilien, concentré sur une période de temps très courte et considérable. Ce qui a noté aussi, ce qui a été évoqué par Erwan, c'est que donc suite à cet événement de 2003 a été mis en place un plan national canicule et malgré les mesures qui ont été mises en place depuis, les impacts de la chaleur restent présents. Et aujourd'hui, on constate une augmentation très rapide de ces phénomènes de vagues de chaleur et de canicules. À droite, vous avez les impacts des canicules, la rétrospective depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. On a mis les derniers chiffres et on voit sur la période très récente là, des 6-7 dernières années, hein, en termes de décès totaux, des excès de mortalité qui sont bien plus importants que sur la période post 2003 jusqu'à 2014. Et donc sur le graphique en bas à gauche, pour qu'on illustre ici le scénario le plus pessimiste, RCP 8.5 qu'a évoqué Erwan tout à l'heure, une évolution de ces épisodes de vagues de chaleur avec une intensification en nombre de ces épisodes, une intensification des températures atteintes, températures beaucoup plus chaudes et aussi des durées d'épisodes, donc avec une gravité des épisodes beaucoup plus importante, représentée par la taille des pastilles. Et vous avez en vert foncé les épisodes de la période à moins récente avec les vagues de chaleur les plus marquées. Donc on voit qu'on se situe dans un autre degré de gravité, d'intensité et de conséquences sanitaires. Et donc la diapo suivante, juste un focus sur l'été. Il y avait une carte, où tu allais trop vite. Il y avait la carte avec le bilan de l'été 2022. La diapositive a sauté. Peu importe, pour dire que c'est pour illustrer le fait que quand on regarde les périodes de canicule, hein, selon les les critères que Erwan a évoqués tout à l'heure, avec 3 jours consécutifs avec des températures minimales et maximales qui dépassent un certain niveau de seuil, et donc ces seuils sont définis au niveau des départements, avec cette question des nuits tropicales. Donc si on se focalise sur les vagues de chaleur proprement dites, Santé publique France a estimé pour l'année 2022 2800 décès en excès.
Et si on regarde les décès sur toute la période estivale liée à la chaleur, on est à 11 000 décès. Donc ça illustre aussi le fait que les impacts ne se situent pas seulement sur les périodes extrêmes de chaleur. Donc, diapo suivante, quand on passe réchauffement climatique, certes, cela a un effet, la vertu, on va dire, positive, de réduire la mortalité liée au froid. Donc, c'est ce qui est illustré sur ce tableau pour différents scénarios de réchauffement. Et ce qu'on voit bien, c'est que cette diminution de la mortalité liée au froid est beaucoup plus faible que l'augmentation de la mortalité liée à la chaleur. Diapo suivante. Donc, on en vient aux facteurs de vulnérabilité. Donc, on a commencé déjà à l'évoquer. Donc, bien évidemment, ceux qui vont avoir des pathologies chroniques préexistantes vont être plus sensibles aux effets de la chaleur. On pense aussi à des vulnérabilités physiologiques de certains malades mentaux, avec des atteintes de processus de régulation de température interne induites par certaines maladies. Bien évidemment, les catégories d'âge, en particulier les plus âgés, sont bien plus sensibles à la chaleur et les nourrissons. Bien évidemment, le risque va dépendre aussi du niveau d'exposition, selon le lieu où on habite, le type d'habitat, aussi la profession qu'on exerce. Donc, certaines professions sont particulièrement exposées à la chaleur, il ne faut pas l'oublier. Donc, en termes d'impact, il va être aussi médié, bien évidemment, par la capacité d'adaptation des populations. Elles peuvent se prémunir plus ou moins de ces expositions à la chaleur, soit parce que pendant l'été, elles peuvent s'extraire des milieux les plus chauds, par exemple si elles disposent d'une résidence secondaire, qui va être dépendant aussi du niveau socio-économique, aussi des interactions sociales, aussi l'accès aux soins, bien évidemment, va être déterminant. Et donc, tous ces facteurs vont déterminer la vulnérabilité fine à la chaleur. Quelques mots sur la diapo suivante du lien avec l'intérieur, le confort thermique intérieur, avec des liens entre l'augmentation des températures et aussi une dégradation possible de la qualité de l'air avec des matériaux dont les émissions sont accentuées par la chaleur. Donc il y a des effets qui se combinent. Alban l'a évoqué en introduction, donc là on a un milieu intérieur, bien évidemment aussi pendant les épisodes de vagues de chaleur, de manière concomitante peuvent survenir des épisodes de pollution atmosphérique à l'ozone, donc avec des effets chaleur, exposition aux polluants atmosphériques qui se combinent, et donc on a aussi ces phénomènes qui peuvent intervenir en milieu intérieur. Donc l'enveloppe, bien évidemment, a une importance importante par rapport à l'exposition à la chaleur. Donc, diapo suivante. Donc, quand on évoque les populations à risque, donc j'ai nommé un certain nombre de facteurs de fragilité, les populations les plus à risque. Et donc plus la chaleur va augmenter, plus la fraction de population à risque va augmenter. Et cette diapo pour illustrer surtout le fait que dans les cas des chaleurs très intenses, finalement, pratiquement tout le monde va devenir à risque. Il n'y aura plus que les adultes en très bonne santé qui pratiquent une activité physique régulière et soutenue, qui finalement concerne une très petite fraction de la population qui vont résister à ces chaleurs intenses. L'enjeu santé publique est réellement très important. Et enfin, une dernière diapositive pour faire un peu la transition avec les développements d'Erwan par la suite. Donc, un travail qu'on a mené en partenariat avec Santé publique France, qui a regardé comment varier les risques de mortalité liés à la chaleur en fonction de l'environnement urbain. Donc une étude qu'on a menée sur l'Île-de-France et on a montré que le risque de mortalité était augmenté de 18% lorsque l'urbanisation, la minéralisation, la perméabilisation était la plus forte et la végétalisation la moins forte. Et donc je vais du coup laisser la parole à Erwan pour
préciser ce qu'il en est de ces facteurs urbains et les effets sur l'intensification de la chaleur. Merci Sabine. Alors pour introduire un petit peu les registres de solutions et avant les exemples notamment de la ville de Rosny-sous-Bois par exemple avec Madame Picard derrière, là c'est pour déjà des solutions là dans les endroits où il y a la chaleur est la plus intense. Donc on parle effectivement de l'effet de la température nocturne, l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et donc, il y a déjà comprendre les facteurs qui interviennent dans la genèse d'un îlot de chaleur urbain et pour aider à trouver des solutions d'adaptation. Alors, il y a la recherche connaît bien les facteurs de genèse liés à la minéralisation de la ville. Il y a 6 types de familles de perturbations. Les perturbations radiatives, comme le piégeage radiatif, les effets d'ombre, l'exposition au soleil et l'interception par les surfaces minérales, les problématiques de rugosité urbaine et d'obstacles à la bonne ventilation naturelle des vents dans la ville, et puis des phénomènes de brise de chaleur qui sont à regarder aussi. La perturbation, les perturbations thermiques liées aux matériaux. Alors il y a 2 familles, il y a la couleur, l'albédo des matériaux, les matériaux qui ont un fort albédo réfléchissent beaucoup la lumière et à contrario les autres risquent d'emmagasiner beaucoup plus l'énergie qui vient du soleil par le non-réfléchissement de cette lumière. Et puis les capacités d'inertie des matériaux qui les matériaux qui intègrent plus ou moins lentement et rapidement la chaleur dans le matériau lui-même. Il va créer effectivement quand le matériau est de forte inertie, un matériau de façade par exemple, le pic de chaleur de la journée, donc la chaleur va rentrer que lentement dans l'habitacle et donc ça a un effet retard qui est plutôt salvateur pour la protection au sein de l'habitacle. Voilà, il y a les perturbations d'ordre hydrologique, liées à celles qui sont liées aux carences en végétation, et puis il y a aussi des sources de chaleur anthropiques liées à l'homme dans la ville. On parle de climatisation, les rejets de chaleur à même la rue. On parle des moteurs on va dire de tous les moteurs, y compris de l'industrie, mais aussi des transports, bien sûr, l'activité de la ville. Alors deuxième lecture, c'est que on rejoint effectivement la notion d'impact et d'enjeu pour les populations. C'est quand on croise ces zonages de chaleur urbaine liés à caractéristiques de la ville, avec les disparités socio-démo-urbaines des îlots qui sont où vivent les gens. Et donc, quand on rajoute des éléments de sensibilité, alors on l'a évoqué avec Sabine par l'âge, par les densités d'isolement, l'ozone par exemple, etc. Quand on rajoute la composante aussi de difficulté à faire face, c'est-à-dire faible niveau de revenus, par exemple, accès aux médecins généralistes difficiles, territorialement ou aux services d'urgence, ou un espace vert ouvert au public, par exemple. Et donc, ça fait 3 composantes qui nous dressent une autre vue de la vulnérabilité à la chaleur, sur lequel on peut imaginer aussi, à partir de priorisation territoriale des secteurs à enjeu, donc un niveau de risque, on peut imaginer d'autres registres de solutions pour aider les personnes. J'ai fait cet exemple-là sur Rosny-sous-Bois un peu pour synthétiser. Par exemple, vous avez ici la carte sur Rosny-sous-Bois de la entre guillemets l'interprétation des effets de chaleur le jour par grande classe. Plus c'est bleu, plus c'est frais, plus c'est rouge, plus c'est l'impact lié à la minéralisation est forte. La nuit, on a d'autres zonages, c'est-à-dire là on va mettre en avant les zones de compacité un peu de la ville où les dégagements de chaleur par infrarouge ont du mal à se faire. Et puis, on peut avoir une autre expression avec la vulnérabilité à la chaleur urbaine lorsqu'on regarde qui habite, la fragilité des personnes, etc. On a d'autres zonages qui se dégagent, comme ici un secteur plus marqué, alors que sur la partie diurne ou sur la partie nocturne d'un effet de chaleur, on peut avoir d'autres zonages. Ça ouvre la voie à plein de registres de solutions potentielles. Alors, on a déjà dit avec donc la dualité avec
Alban Narbonne entre les solutions mécaniques versus les solutions passives. Là, c'est une autre expression aussi des typologies de solutions entre les solutions vertes, on a autrement appelé les solutions adaptation fondées sur la nature, à gauche, les solutions grises liées à la technologie, par exemple, ou la protection de, par exemple, des brises soleil sur les façades bâties, voilà, c'est un registre de solutions grises, ou les solutions douces et qui touchent aussi à l'acculturation, au comportement, etc. Il y a plein de registres différents. Et puis, on se dit, on est dans de grands types d'espaces, c'est-à-dire il y a l'intervention préventivement dans l'espace public, sur le bâtiment, l'objet bâtiment, et sur les comportements versus des travaux de prévention par l'aménagement, mais pour aider la gestion de crise. Il y a aussi la gestion de crise, ça c'est un peu spécifique et notamment porté par le plan national canicule. Alors, sur les solutions vertes, solutions fondées sur la nature, en tout cas, j'ai mis, c'est bien de le rappeler, la référence du GIEC, d'une étude de sixième on va dire, cycle d'évaluation du GIEC. Et il y a dans l'étude référencée d'avril 2022, il y a ces interactions climat, société, écosystème, où on voit que sur l'aspect adaptation, lorsqu'on regarde ce que la communauté analyse sur l'intérêt des infrastructures vertes et bleues du point de vue de l'adaptation au changement climatique, et notamment pour l'amélioration de la santé. Là, c'est ce que j'ai mis en bas à droite sur la diminution du stress thermique d'un côté, l'amélioration de la santé et l'amélioration de la qualité de l'air. Eh bien, ces infrastructures vertes et bleues sont pratiquement toutes ciblées comme ayant un rôle évident et éprouvé d'intérêt. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Là, donc c'est un prisme toujours sur l'aspect espace public, sur l'ombrage lié aux espaces ouverts naturels. Là, c'est toujours la commune de Rosny-sous-Bois. Donc, c'est la stratégie, par exemple, de jour, d'apporter des ombrages, et notamment, ça peut être une stratégie d'abri climatique par l'ombrage. Voilà, en plus des bâtiments qui peuvent recevoir des publics fragiles et qui peuvent être ouverts le jour à la population pour venir s'abriter. Voilà. Et donc, ça, c'est la question de la solution, le rafraîchissement par passive lié à la végétation. Et puis, inversement, l'eau, la présence d'eau. Là, on voit qu'il y a sur la commune de Rosny-sous-Bois, il y a effectivement une carence en eau de surface. Et puis, on regarde le taux d'imperméabilisation versus le taux de pleine terre par rapport à la réserve en eau utile des sols, et qui est d'ailleurs nécessaire à l'épanouissement de la végétation pour qu'elle soit au maximum de sa capacité d'évapotranspiration. Je fais vite et j'en ai bientôt fini. Là, c'est un autre exemple sur métropole du Grand Lyon, sur son plan canopé. Un objectif numéro 2 qui était la stratégie d'adaptation de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, avec 2 enjeux qui étaient justement de diversifier, d'adapter les palettes végétales à l'évolution des températures, et notamment je jouais sur la stratégie de diversification des essences plantées. On peut se poser la question, quid aussi de la prise en compte de développement de nouveaux potentiels allergènes liés à ces nouvelles essences. Voilà, donc pour élargir effectivement la prise en compte des défis. Et puis le plan canopé, sur l'image on voit qu'il y a une large couverture végétale qui apporte son ombrage, et puis on peut se poser aussi la question de faire concilier ça avec la bonne dispersion, ou au contraire une obstacle à la ventilation de la rue, et puis qui serait pour la qualité de l'air au contraire un peu pénalisant s'il y a des sources de pollution de proximité à même la rue. Voilà, et je finis par deux sujets qui est le bâti. On a vu l'espace, on va dire, public. Et il y a l'espace du bâti, on va dire la protection finale, et avec sa perméabilité. Et puis donc voilà, plutôt dans le bâti neuf, il y a un besoin bien sûr de concilier toujours les besoins de chauffage avec ces besoins nouveaux de refroidissement au vu de l'évolution de la température et du climat. Voilà, donc vous avez un certain nombre de points d'attention. Et puis je finis par ça, c'est une slide du CAUE. Voilà, quand il fait trop chaud, le défi d'évacuer la chaleur du logement, parce qu'il faut bien l'évacuer, et donc il y a faire entrer l'air frais, notamment on pense à la ventilation nocturne, puiser la fraîcheur dans le sous-sol, humidifier l'air, et puis
et s'intéresser aux méfaits potentiels de la climatisation. On en a parlé. Et puis donc il y a, et c'est plus on agit en amont pour empêcher la chaleur de rentrer, mieux c'est. Donc en limitant les apports solaires, les apports thermiques externes, mais aussi des apports thermiques internes, comme l'éclairage notamment, etc. Donc je m'arrête là parce que j'étais un petit peu long avant les autres acteurs puissent s'exprimer. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux pour voilà, ce point d'éclaircissement sur les enjeux. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat, mais je vous propose qu'on enchaîne directement avec Madame Picard sur le retour d'expérience des projets qui ont pu être conduits du côté de Rosny-sous-Bois. Et puis on prendra un temps sur la fin pour toutes les questions. Et je cède donc de suite la parole à Charlotte Picard, comme je le disais, qui est directrice adjointe et architecte chargée de mission à la direction recherche et innovation de la ville de Rosny-sous-Bois. Merci. Je vois que normalement tout fonctionne. Je vais pouvoir partager mon écran. Et je vais de ce pas lancer la présentation. Voilà. Pardon, elle ne commence pas au début. Donc si vous m'entendez bien, je vais remercier le réseau ISE que je ne connaissais pas et aussi Ecopolis que par contre je connais parce qu'on collabore depuis longtemps, notamment par la démarche bâtiment durable francilien. Merci de m'avoir invité pour témoigner aujourd'hui. Merci aux intervenants précédents. Vous voyez que ma première image, finalement, je l'ai piquée à votre première présentation au début du cycle du webinaire. Charlotte, on n'a pas la présentation. Vous partagez pas votre présentation. J'ai été trop vite. Moi, je ne disais que des généralités, donc tout va bien. Est-ce que là, cette fois-ci... Toujours pas. Oh. C'est pas faute d'avoir révisé. Alors. Et là? Toujours pas. Ah, ça vient, super. C'est bon, oui. Super. Ah, pardon. Donc, je remerciais les organisateurs et les participants précédents parce que je leur ai donc emprunté cette image qui était dans leur premier webinaire pour dire qu'effectivement, la direction recherche et innovation partage ce constat sur l'évolution du climat et nous travaillons depuis plus de 10 ans maintenant sur ce sujet. Alors, on va travailler à l'échelle du bâtiment et non pas de l'urbain. C'était très bien d'ailleurs. Merci d'avoir choisi Rosny-sous-Bois pour illustrer votre cartographie précédemment. C'est des éléments que je vais essayer de récupérer pour nos propres présentations. Je n'avais jamais vu ça encore. Donc, la direction recherche et innovation, c'est une spécificité de la ville de Rosny-sous-Bois. Cette direction, comme je disais, existe depuis 2010. Et notre mission, la mission donc qui a conduit à la création de cette direction, c'était de réfléchir dans le but de constituer, on va dire, tout un ensemble d'éléments théoriques dans la perspective d'être un territoire résilient. Donc c'est un sujet évidemment très très vaste et pour lequel la direction a eu différentes configurations. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'image, on est assez nombreux. C'est une équipe pluridisciplinaire à la fois d'architectes, d'ingénieurs avec différentes spécificités. Et nous avons eu l'opportunité plutôt d'appliquer finalement et d'orienter nos recherches vers la construction d'équipements scolaires. Il se trouve qu'à Rosny-sous-Bois, la démographie évoluant, on s'est retrouvé avec des équipements en sous-capacité. Et depuis 2010, on va dire qu'il y a un plan école qui se déroule pour pour avoir suffisamment d'équipements pour la ville. Et donc, comme vous pouvez le voir, ont déjà construit un certain nombre d'équipements. Il y en a encore en chantier et possiblement il y a encore des sujets pour les années à venir. Donc, on va combiner à la fois cette mission que nous avions à l'origine de réfléchir à ce qu'est un territoire résilient. C'est combiné avec la mission plus globale de service public, préserver, améliorer le bien commun. Et donc, se poser la question de comment je vais faire tout ceci
sachant que pour construire, forcément, je détruis. Alors je détruis peut-être pas au même endroit, mais je vais puiser des ressources, je vais puiser de l'énergie que je ne retrouverai plus. Et donc toute notre questionnement, c'est d'imaginer une façon de construire qui pourrait avoir un impact neutre, voire positif sur notre environnement. Donc c'est une mission très complexe. Évidemment, on n'y arrive pas, puisque quoi qu'il arrive, j'utilise un ordinateur qui utilise de l'énergie, une énergie qui est dépensée, qu'on ne retrouvera plus. Donc c'est une course avec un horizon infini, mais beaucoup d'expérimentation et d'éléments positifs que je voudrais partager aujourd'hui. Donc nous, on parle souvent de conception écosystémique dans le sens où effectivement, on va s'intéresser au lien entre tous les éléments, les matériaux, les personnes qui travaillent, le territoire, la géographie, le climat. Voilà, on va prendre tous ces éléments en considération. Et finalement, pour essayer de construire sans impacter notre environnement, on va naturellement s'éloigner de solutions techniques qui seraient fortement émettrices de gaz à effet de serre, puisqu'on parle là quand même de faire tout ce qu'on peut pour limiter le réchauffement climatique. On va éviter aussi les solutions techniques qui puisent trop fortement dans des ressources finies. Et donc, de fait, on se dirige naturellement vers les matériaux biosourcés qui vont être liés à l'énergie solaire et ces matériaux qui auront de multiples, ce sont des ressources multiples parce qu'à la fois ça permet de, comme vous le voyez sur l'image, de se loger, se nourrir, que ça soit les graminées ou le bois, voilà. Et toujours sur cette réflexion écosystémique à l'échelle du territoire, c'est d'arriver à connaître de mieux en mieux son territoire et de trouver les ressources. Donc on a dans notre petit schéma autour de Rosny, à 50 km, à 100 km, différentes ressources, différentes personnes avec qui on a travaillé jusque maintenant. Pour rentrer un peu plus précisément sur la conception bioclimatique cette fois-ci, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Erwan précédemment, donc je vais pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais l'idée c'est de tirer le meilleur parti d'un site, de bien connaître l'orientation, les vents dominants, les masques qu'il pourrait y avoir, et au niveau de la conception, de s'orienter vers des bâtiments qui vont être le plus compacts possible. On va rechercher des bâtiments, à concevoir des bâtiments passifs, donc avec le moins d'énergie, la consommation la plus faible pour fonctionner, en limitant les déperditions. On va s'orienter vers des techniques plutôt low-tech, avec une idée puisque la ville doit ensuite entretenir ses bâtiments, que ça soit le plus simple et le moins onéreux possible pour les années à venir, et une réflexion sur ce que serait une architecture conviviale, utilisable par tous simplement. Les images que j'ai proposées montrent à la fois une coupe assez classique où on voit le soleil, des protections solaires importantes pour limiter les surchauffes d'été et un système de ventilation naturelle, mais nous y reviendrons plus tard. Et la vue aérienne représente le centre de loisirs Chirac. Et là, quand on parle de bâtiment compact, voilà, il est de forme géométrique la plus simple possible. Toujours en conception bioclimatique, on va regarder l'implantation dans le site quand on a des sites en pente. Qu'est-ce qu'on va faire pour limiter l'impact sur le sol, sur la trame brune, l'utilisation du génie végétal, de planter des arbres. Ça aussi, c'est un élément qu'on vient de voir là juste avant, d'utiliser des arbres à feuilles caduques devant les façades ensoleillées pour rajouter de la protection solaire naturelle. Et puis, sur une coupe comme celle-là, vous voyez aussi la simplicité de la forme du bâtiment, sa compacité, les tours avant qui émergent pour pouvoir créer un tirage thermique naturel. Et là, il n'y a pas vraiment de référence aux matériaux, mais on va les voir plus en détail après. Le thème du webinaire étant rafraîchir la ville. Alors, je ne sais pas si nos bâtiments rafraîchissent la ville, mais en tout cas, il faut que ça soit par le choix des matériaux, leur conception, leur fonctionnement, pour ne pas réchauffer la ville. Premier élément pour participer à ce rafraîchissement de la ville, c'est s'intéresser évidemment au confort thermique, et ça va passer par une isolation assez forte,
Comme je le disais juste avant, nous donnons la priorité aux matériaux biosourcés. Et là, en matière d'isolant, le meilleur matériau que nous avons trouvé, local, bio, disponible, c'est la paille. Donc, nous utilisons massivement, enfin uniquement quasiment, le matériau paille pour isoler nos bâtiments. Ça va être, il y a plusieurs manières de la mettre en œuvre. On peut la mettre en œuvre dans des caissons bois de manière assez classique. C'est une technique qui existe depuis longtemps et qui est vraiment mise en œuvre maintenant couramment. Pour aller un peu plus loin et pour essayer de se passer de membrane, parce qu'en tant qu'à faire, tout ce qui va être issu aussi de la pétrochimie, on va vouloir limiter l'usage de ces éléments, les pare vapeur, les pare pluie. Donc, on a aussi fait des panneaux préfabriqués, comme vous le voyez à droite, où on a quand même une ossature en bois remplie en paille, mais par laquelle ensuite ça sera complètement enduit et on n'a pas besoin de rajouter de pare-pluie ou de pare-vapeur. Et à gauche, vous avez aussi la paille dans son utilisation la plus complète, la paille structurelle. Donc là, on remplace des éléments porteurs qui auraient été en bois par des bottes de paille, ce qui nous donne en plus des isolations encore plus fortes, parce que là, on a des murs de paille d'à peu près 80 cm d'épaisseur et on arrive à des résistances thermiques de 8 à 15. Au-delà de l'isolation, il y a évidemment tout ce qui va être protection au soleil l'été, mais aussi permettre les apports solaires en hiver. Et là, tout simplement, je pense que je ne révolutionne rien du tout. Je vous montre des éléments de brise-soleil qui sont à la fois verticaux ou horizontaux, selon l'orientation du bâtiment. Des éléments souvent fixes, voilà, comme ça, il n'y a pas de complexité de manipulation. On essaye d'éviter les stores à commande électrique. On en utilise aussi, bien sûr, mais si on peut, on va privilégier des solutions très simples, comme ce que vous voyez sur les deux photos plutôt à droite, avec des brises-soleil en bois fixes, largement dimensionnées pour s'assurer que le soleil d'été, je parle d'un été assez large, donc entre les deux équinoxes, pénètre le moins possible dans le bâtiment. Pour compléter, donc une fois qu'on a évité les surchauffes d'été, mais permis quand même le soleil de pénétrer plus profondément en hiver, on s'intéresse aussi évidemment à la ventilation de nos bâtiments. Et là, depuis aussi presque 10 ans, nous développons le système de ventilation naturelle avec récupération de chaleur, qui nous permet de ventiler les bâtiments sans nécessité de moteur pour faire circuler l'air. C'est la hauteur donc des tours avant qui va créer le tirage thermique nécessaire pour la circulation de l'air. Donc c'est une solution qu'on voit illustrée ici sur la maternelle des Boutours, mais qu'on a continué à mettre en œuvre sur toutes nos opérations, en essayant à chaque fois de simplifier, d'améliorer le système. Et ça a fait l'objet d'une exposition il n'y a pas très longtemps à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Et tous les éléments donc de cette exposition sur la ventilation naturelle, qui ne montraient pas que des projets de Rosny, mais des projets de tous les projets pionniers qui ont pu exister en France et même en dehors de France, tous ces éléments se retrouvent sur le site d'Ecopolis, qui a créé une page ventilation naturelle à cet effet. La ventilation naturelle telle qu'on l'utilise, on la perfectionne encore un petit peu plus. Là, sur le chantier qui est en cours, on l'a couplé avec un système de puits climatique pour travailler avec un air neuf à température constante. Et comme disait l'intervenant précédent, ces systèmes de ventilation sont largement suffisants pour la qualité de l'air intérieur et suffisent aussi, en tout cas la combinaison de l'isolation de notre ventilation nous permet d'éviter la climatisation. Ces bâtiments ne sont pas du tout climatisés. Pour continuer sur ce thème de confort thermique et de pas de climatisation, ce qu'on va aussi installer dans nos bâtiments, ce sont des brasseurs d'air qui permettent d'accentuer le renouvellement de l'air et de créer ce mouvement d'air qui donne la sensation aussi de rafraîchissement. Et dans nos façades, nous prévoyons toujours des ouvrants
devant lesquels on va trouver généralement des ventelles pour éviter toute intrusion nocturne ou toute chute d'enfants ou d'adultes. Et ça nous permet de laisser des ouvrants toute la nuit pour faire de la surventilation nocturne si nécessaire. Aujourd'hui, c'est assez peu utilisé parce que les bâtiments dans leur état actuel ne connaissent pas de surchauffe. Néanmoins, comme on se rend bien compte que les bâtiments bois-paille n'ont que peu d'inertie, nous essayons quand même de compléter ce dispositif en utilisant de la terre crue. Alors de la terre crue, on en a forcément parce que la paille, on ne la laisse jamais apparente. On la protège avec des enduits et c'est tout à fait simple et recommandé d'utiliser des enduits terre en intérieur, par exemple. Donc ça apporte déjà un tout petit peu d'inertie. Puis là, on va compléter avec des cloisons ou des doublages en briques de terre crue. Alors parfois, ce sont des adobes, comme on voit à gauche, c'est-à-dire de la terre qui est tout simplement moulée à la main, séchée au soleil. Et on s'en sert pour faire plutôt du cloisonnement, comme dans la photo du milieu, c'est le mur à l'intérieur des salles de repos de la maternelle des Boutours. On l'utilise aussi en doublage, comme on le fait actuellement sur le chantier Mermoz, pour rajouter de l'inertie. Sur le thème de l'îlot de chaleur urbain, au niveau de nos bâtiments, on va faire attention effectivement aux matériaux qu'on va utiliser, notamment en toiture. Et dans la plupart des cas, on va avoir des toitures végétalisées. Alors ça va être assez varié selon les capacités portantes du bâtiment, selon l'utilisation possible ou non par les enfants et les équipes enseignantes. Donc quand on a des terrasses accessibles, ce qu'on voit à gauche, c'est la toiture de l'élémentaire des Boutours, donc pour laquelle il y a toute une partie potagère à disposition de l'équipe enseignante, et il y a une partie derrière la grille qui vit, on va dire, librement, avec quand même des épaisseurs de substrat assez importantes pour pouvoir cultiver des légumes, des petits fruitiers. Il y a des petits arbres fruitiers également. Et puis après, on a aussi des choses beaucoup plus classiques comme des toitures avec simplement une faible épaisseur de substrat avec un petit peu de sédum, et d'autres toitures qui sont entre les deux où on arrive quand même à avoir un peu de plantation pour éviter l'îlot de chaleur urbain. Ces toitures végétalisées sont complétées aussi, le travail sur l'îlot de chaleur urbain est complété par le travail au sol également. Donc autour de nos bâtiments, quand c'est possible, parce que parfois nous sommes dans des groupes scolaires existants et on ne retouche pas forcément aux cours, mais quand on a à créer de nouvelles cours, on va essayer de varier les revêtements de sol, d'être le plus perméable possible, en ayant à la fois des pavés de bois, du stabilisé, du sable, de la chaussée végétale, surtout en utilisant beaucoup de matériaux variés. On fait aussi la récupération des eaux pluviales. À droite, pédagogique de l'école des Boutours, photovoltaïque pour faire fonctionner la pompe. Voilà, parce que il est important aussi de montrer aux enfants le cycle de l'eau. Sur l'école Simone Veil qui est à gauche, il y a aussi une mare pédagogique, mais qu'on voit à peine. Et comme là, l'école venait d'être livrée, il y a peu de plantes qui avaient déjà poussé. Et en bas à droite, autour du centre de loisirs Jacques Chirac, en fait, nous avions autrefois juste un espace engazonné. Nous avons restitué cet espace engazonné. Nous avons considéré que les enfants utilisaient les cours d'école déjà existantes pour les jeux où ils avaient besoin d'un revêtement dur, et qu'autour du centre de loisirs, ils retrouvaient finalement leur gazon et plus les plantations nouvelles que nous avons faites. Dans le choix aussi des espèces végétales qu'on va utiliser, on essaye d'utiliser beaucoup d'espèces nourricières, que ce soit pour les animaux ou pour nous. Donc on aime bien avoir des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, des arbustes ou des plantations qui peuvent aider les pollinisateurs. Et ce qui serait fantastique, c'est de pouvoir planter aussi des arbres qui pourraient servir eux-mêmes pour la construction pendant des dizaines d'années.
On avait fait l'exercice pour les Boutours du nombre de châtaigniers qu'il faudrait planter pour pouvoir reconstituer le bois utilisé à la construction du bâtiment. Malheureusement, nous n'avons pas ce genre d'espace à Rosny. Nous ne pouvons pas planter l'équivalent de ce qu'il nous faudrait pour chaque bâtiment. Mais c'est une réflexion en cours. Par rapport à la qualité de l'intérieur, je vais revenir un petit peu sur les matériaux biosourcés que nous utilisons. Non seulement ils vont être locaux, ils vont permettre aussi d'encourager des types d'agriculture ou de sylviculture qui nous paraissent plus respectueuses de l'environnement. Donc, comme je disais, on va utiliser de la paille bio, locale, qui peut être couplée à de l'agroforesterie, donc la technique qui consiste à replanter des arbres dans les parcelles agricoles. On travaille aussi sur une paille pérenne, donc là c'est vraiment un projet de recherche sur une céréale qu'on n'a pas besoin de ressemer, et donc un sol qu'on n'a pas besoin de retravailler tous les ans. Et pareil pour nos fournitures de bois. Le bois c'est vraiment une ressource tellement précieuse qu'on ne peut pas se dire c'est facile, je remplace le béton, la structure métallique par du bois et le tour est joué. Non, le bois ça prend beaucoup de temps à pousser déjà, et ensuite pour que le bois soit vertueux, il faut qu'il pousse dans une forêt qui elle-même va être entretenue de manière respectueuse. Et c'est là où on cherche aussi donc des exploitants qui travaillent en sylviculture douce pour avoir ce travail fin sur des forêts de feuillus mixtes, plus résistantes donc à tous les aléas climatiques qui pourraient arriver. Ensuite, ce sont des matériaux qui se travaillent sur le chantier de manière simple et qui remettent aussi les ouvriers vraiment au centre d'une culture de construction valorisante. Quand on fait travailler des charpentiers sur du bois massif, on a des commentaires vraiment très intéressants c'est un travail beaucoup plus intéressant pour eux, ça leur fait plaisir de faire ce genre de chantier. Et le travail sur la botte de paille, qui peut être assez nouveau pour beaucoup d'ouvriers du bâtiment, ça s'apprend. Il y a effectivement une formation à avoir, mais un matériau qui, même s'il n'est pas vraiment, tout n'est pas rose évidemment sur le chantier, mais qui donne beaucoup de satisfaction aussi aux personnes qui le manipulent. Sur la qualité de l'air, voilà, les matériaux utilisés permettent d'avoir aussi des bâtiments qui respirent. Ça c'est assez étonnant, mais voilà, c'est des bâtiments, et des parois en tout cas en paille avec leurs enduits qui permettent la migration de la vapeur d'eau et donc une bonne gestion de l'hygrothermie de ces bâtiments, ce qui font des ambiances tout à fait agréables à l'intérieur. Et ce qu'on voit dans ces photos, il y a évidemment la paille, il y a le bois, il y a les enduits, et puis il y a d'autres matériaux qu'on utilise pour compléter, comme le métis, qui est du coton recyclé, des panneaux d'argile pour faire des cloisons intérieures, des ossatures en bois pour toutes ces cloisons intérieures, du liège. Voilà, autant de matériaux qui permettent d'avoir un chantier assez sain et ensuite des bâtiments tout à fait sains pour les personnes qui vont habiter dedans. D'autres matériaux, évidemment, les peintures, on va avoir un choix assez drastique des peintures qu'on utilise. Les revêtements de sol, on utilise beaucoup de linoléum. Et enfin, quelque chose sur lequel on a moins la main, c'est tout l'aménagement intérieur de ces écoles. C'est un petit peu dur, enfin c'était un peu dur sur les premiers chantiers de voir arriver des livraisons de mobilier plein de coffres, de composés organiques volatiles. Donc on a aussi cette réflexion en cours, qui est très complexe, de trouver à faire fabriquer du mobilier en bois massif local, réparable par nos ateliers. Ça marche pas très bien pour l'instant, mais on a quand même commencé cette recherche et j'espère qu'on va réussir à la poursuivre. Enfin, pour compléter, on s'éloigne un petit peu du bâtiment et de sa construction, mais pas complètement en fait. L'idée pour nous, c'est qu'il faut profiter de toutes ces expérimentations, de toutes ces constructions, pour embarquer aussi les citoyens.
Alors, dans la ville de Rosny, on va travailler évidemment avec les enfants qui travaillent, enfin, pardon, les enfants qui vont s'installer dans ces nouveaux bâtiments ou qui voient les constructions sous leurs yeux. Donc, on les emmène en visite de chantier, on leur fait faire des briques de terre crue. C'est des ateliers qu'on fait régulièrement, surtout pour les adultes, mais on en fait aussi avec les enfants. On les emmène aussi en forêt pour que tout ça ait un sens, pour qu'ils voient l'arbre dans la forêt, puis ensuite l'arbre en chantier, par exemple. Et on essaye de transmettre aussi par la mise à disposition de gilets tricotés donc par nos tricoteuses bénévoles qu'on voit là au milieu en bas de la photo. On met à disposition des gilets pour aussi exprimer le fait que le mieux, c'est encore d'agir sur le corps plutôt que sur le bâtiment. C'est beaucoup plus simple de gérer finalement son confort soi-même parce qu'on n'a pas les mêmes ressentis en plus les uns et les autres dans un même bâtiment. Il est important de reprendre en main finalement notre confort et de ne pas être esclave de nos bâtiments. Voilà une présentation assez rapide de l'ensemble de nos actions à la ville de Rosny-sous-Bois. J'ai sûrement oublié beaucoup de thèmes. L'idée majeure, c'est d'anticiper. On se réfère beaucoup aux travaux du GIEC. Nos ingénieurs calculent les bâtiments en regardant les pires scénarios. Et on se dit, plus on anticipe et plus on limitera les gestions de crise qu'il pourrait y avoir dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'étais à peu près claire. Un grand merci. Je pense que c'était extrêmement clair, extrêmement détaillé. Et surtout, je vous remercie en fait pour vos deux interventions très complémentaires, pardon, je trouve, parce qu'on a vu dans un premier temps qu'on avait affaire à un phénomène et une problématique qui est complexe, qui est multifactorielle, avec un ensemble de registres d'intervention sur lesquels il faut agir. Et je pense que votre présentation fait bien écho justement voilà, aux différents registres sur lesquels on peut agir pour améliorer le confort thermique à l'échelle du bâtiment, mais plus largement lutter contre la chaleur urbaine. Je vois que ça amène aussi beaucoup de questions, ces deux présentations. Et je remercie d'ailleurs Erwan Cordeau qui est allé de ces quelques commentaires pour répondre à un certain nombre de questions. Donc ça nous fera gagner du temps pour la suite. Merci beaucoup Erwan. Je relais également les félicitations de Madame Moore pour vos travaux Rosny. Je pense qu'effectivement c'est assez inspirant ce que vous avez pu nous présenter. Alors pour rentrer rapidement dans les quelques questions qui restent encore sur lesquelles on a encore quelques réponses, et puis comme le disait Célia, de toute façon il y aura une FAQ pour ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Simplement, voilà, il y avait un certain nombre de questions de Madame Moore sur le trafic, un certain nombre de solutions à déployer au niveau des parkings, des trottoirs, etc. Je vois qu'Erwan y a répondu. Et puis aussi des questions de Monsieur Lemoigne sur l'impact de la végétalisation des toitures et le rapport coût avantage-inconvénient sur l'îlot de chaleur. Je vois également qu'Erwan a répondu. J'espère que ces éléments qui vous ont été fournis répondent au moins en partie à vos questions. Deux, trois petites questions complémentaires pour vous peut-être, Erwan et Sabine, je pense. On avait des questions sur les seuils de température extérieure ou intérieure à partir desquels on peut déclarer qu'il y a un danger pour les personnes les plus fragiles. Je ne sais pas si c'est des éléments qui ont été étudiés par la littérature scientifique, si on a cet effet de seuil ou si c'est pas le raisonnement appliqué pour la chaleur urbaine. Oui, je vais répondre. On est bien capable de déterminer ces seuils. Ils sont dépendants totalement de paramètres, bien évidemment individuels, mais comportementaux. Et il y a la question de l'humidité aussi qui va jouer sur la régulation de la température corporelle. Qu'en termes de seuil, bien évidemment les seuils qui vont conduire au déclenchement des alertes, qui sont fixés au niveau départementaux, donc qui varient la nuit entre 17 et 24 degrés selon le département et le jour 32 et 36 degrés. Et il y a aussi des questions d'acclimatation. Finalement, ces seuils sont plus élevés sur les territoires les plus méridionaux. Il y a aussi une question d'adaptation du corps qui peut aussi survenir au niveau de la saison. Donc, il y a l'enjeu des épisodes de chaleur précoces. Donc le corps peu à peu
habitués à la chaleur. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui vont intervenir. Juste ces seuils de déclenchement de l'alerte sont définis par rapport à l'augmentation du risque de mortalité. Donc, c'est toujours un compromis. Et donc, bien évidemment, en deçà de ces seuils, vont déjà intervenir un certain nombre d'effets et qui vont se manifester par des cas. Donc on l'a dit. Donc c'est pour ça on peut pas dire à partir de telle température un risque pour une personne fragile. Pas si évident que ça. Il n'y a pas de réponse même dans la littérature. Ok. Et pour rester alors toujours sur cette question, on va dire enfin c'est en lien avec ça, c'est-à-dire des réponses qu'on a et des plans qu'on peut avoir pour lutter. Donc là, on parlait des déclenchements à partir de certains seuils, de certaines alertes, etc. Pour revenir plus généralement sur cette question des dispositifs de réponse en fait à ces vagues de chaleur ou ces pics de chaleur, une question de Monsieur Squinazi sur en fait comment les services d'urgence pourront prendre en charge ces pathologies liées à la chaleur. Donc en référence bien sûr à l'été 2003 à Paris. Alors, un premier élément de réponse que je peux donner, mais je vous laisserai compléter, c'est qu'on a le plan canicule justement depuis l'été de 2003. Alors, pour être très transparent, c'est un plan qui subit un certain nombre de critiques aussi, hein, faut pas se voiler la face totalement. Donc, il y a certainement des améliorations et des choses à faire évoluer dans ce panel de réponses qui existe aujourd'hui. Je ne sais pas si, avec les mesures récentes de notre ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, il y aura peut-être aussi, voilà, avec cette fameuse trajectoire à plus 4 degrés, peut-être qu'on va aussi réfléchir à un ensemble de réponses. Je ne sais pas si Sabine Erwan, vous avez des éléments complémentaires à apporter là-dessus, sur peut-être des évolutions à venir pour une réponse hospitalière et une gestion de ces épisodes extrêmes qui vont venir. C'est une question. C'est sûr que ces services d'urgence ont été aussi fragilisés par la crise. Enfin bon, il y a tout un historique. Après, la vertu du plan canicule aussi, c'est qu'il y a une surveillance qui a été mise en place. Et c'est vrai qu'en 2003, on a été pris au dépourvu. Et donc, on est censé repérer les signaux et mettre en place ensuite les procédures pour faire face. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette limite pratique d'avoir suffisamment des services d'urgence en capacité d'accueillir un afflux de patients. Et j'ai malheureusement pas la réponse à cette question, mais c'est sûr que c'est des choses qu'il va falloir sérieusement anticiper, parce que depuis 2003, il n'y a pas eu de canicule d'ampleur aussi importante. Hein. C'est sûr que celle qui arrivera, la prochaine, sera en tout cas une occasion de tester justement la résilience de ces services. Merci beaucoup. Erwan, votre Erwan, micro ouais, coupé. micro. Trois petits éléments complémentaires. Bon, par exemple, il y a des réflexions des collectivités sur les fameux abris climatiques de jour, de nuit, la question des ERP. Alors ça, c'est en cours, notamment la région dans son PRAC demande à y voir un peu plus clair sur les abris climatiques, et avec le monde de la santé, il y a des travaux qui vont nous occuper dès à présent et demain. Il y a la recherche maintenant, il y a Santé publique France, par exemple, est intégré dans des projets de recherche avec les chercheurs de Météo France, de l'IPSL, etc., même d'Airparif, pour effectivement, ça c'est par exemple Sabine, on peut en parler, c'est le projet H2C, chaleur et santé en ville, des projets sur 4 ans de l'ANR. Donc il y a quand même ça bouge. Et puis il y a des par typologie de métier, il y a quand même une conscientisation. Par exemple, il y a un plan chaleur de la SNCF, par exemple, qui met en œuvre ça pour tous les étés, un plan de prévention déjà pour l'observation de ce qui se passe sur les rails, sur la déformation potentielle, voilà, sur la gestion des bouteilles d'eau, etc. lorsqu'il y a des chaleurs extrêmes dans les enceintes et voilà, sur la climatisation des trains et voilà. Donc ça avance pas à pas, mais il n'y a pas que le monde de la santé, mais au premier lien, mais il y a plein d'autres acteurs qui devraient, comme à l'exemple de la SNCF, travailler à des plans de prévention chaleur. Voilà. Merci beaucoup. On retombe finalement sur cette idée que les réponses sont multifactorielles et qu'il y a plusieurs registres de réponses pertinents à déployer conjointement. Pour continuer sur les questions, alors là, des questions qui s'adressent, je pense, un peu plus à Madame Picard. Beaucoup de questions, voilà, beaucoup de réactions qu'on suscité cette présentation. Je vais essayer de
d'arriver à délivrer toutes ces questions-là, mais je pense qu'on pourra éventuellement voilà, vous renvoyer aussi vers des publications existantes, des ressources qui sont disponibles, notamment sur le site d'Ecopolis, mais pas que pour vous répondre, mais pour prendre un peu voilà, les questions qui se sont posées. Est-ce que au-delà du confort thermique, donc c'est Mélanie Eck qui nous pose cette question, est-ce que vous avez aussi étudié les apports ou les bénéfices en termes acoustiques de l'isolation par la paille? On n'a pas fait d'études spécifiques sur la paille et l'acoustique. Je me suis en train de me creuser la tête. Non, pas nécessairement. On a plutôt fait des études acoustiques par rapport à notre système de ventilation, parce que ce système nécessite des prises d'air en façade et des larges conduits. Et on a plutôt cherché à voir si ça amenait du bruit extérieur vers le bâtiment ou inversement. Donc les études acoustiques qu'on a faites étaient plutôt tournées vers la ventilation et ça s'est révélé tout à fait satisfaisant. Sur la paille, non, et on n'a pas constaté non plus de soucis particuliers qui nous auraient poussé à faire des études acoustiques par rapport aux matériaux paille. Ok, toujours sur les études en lien avec la paille et plus largement les matériaux biosourcés. Alors peut-être que vous la voyez venir parce que c'est souvent la question qui revient. C'est la question bien sûr des normes incendie. Comment est-ce que vous avez pu intégrer tout ça et lier ça en fait à l'usage des biosourcés dans vos bâtiments? J'ai envie de dire à mon niveau, en tout cas, on va suivre les réglementations existantes. Et elles ne nous ont pas empêchés d'utiliser les matériaux biosourcés comme nous l'avons fait. Je réfléchis, je réfléchis. La paille en isolant, c'est une technique courante. Il n'y a pas vraiment de sujet particulier. Je sais pas. En fait, on utilise les matériaux en suivant les règles professionnelles, en suivant les DTU quand il s'agit de charpente. Voilà, notre bâtiment en paille porteuse, on devait une stabilité au feu d'une demi-heure parce qu'on était dans un établissement de 4e catégorie, dernier plancher à moins de 8 mètres. Là, comme effectivement on est sur une technique non courante, on a mis au point un protocole de test avec notre bureau de contrôle. Et voilà, on a fait les essais en laboratoire qui étaient satisfaisants, donc il n'y avait pas de soucis particuliers. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pas du tout parlé pendant la présentation parce que c'était pas forcément l'angle de la présentation aujourd'hui, mais notre partenaire indispensable au-delà de l'équipe de maîtrise d'œuvre en interne, c'est le bureau de contrôle. Quand on s'aventure en dehors des techniques courantes ou même des techniques courantes, mais finalement qui sont peu usitées et qui peuvent faire peur à certains bureaux de contrôle, là, on choisit avec beaucoup de soin le contrôleur technique qui va travailler avec nous. Merci. Mais je pense que, alors c'était peut-être pas du tout le sens derrière cette question-là, mais il arrive parfois qu'il faille un peu démystifier aussi sur l'usage des matériaux biosourcés, et je pense que c'est important de pouvoir préciser qu'on peut tout à fait faire ça dans les règles de l'art sans avoir de problématiques liées à ça. Oui, ouf. Avec tous les bâtiments qu'on a construits depuis un certain temps, oui. Une mairie s'amuserait pas à construire sans respecter les règles. C'est toujours bien de rappeler qu'il n'y a pas de problème avec les matériaux biosourcés sur ces questions-là, ou en tout cas on peut faire les choses selon des règles pro. Petite question, alors bon, on sort un peu du confort d'été, mais c'est quand même très très lié, c'est plutôt sur les questions en hiver. Monsieur Carrara qui nous demande quelle est l'efficacité des ventilations naturelles par tirage en hiver, et est-ce que l'air dans les classes est suffisamment renouvelé? Oui. Alors là-dessus, il se trouve que on a été subventionné par l'ADEME dans le cadre d'un projet de recherche donc sur la ventilation naturelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette exposition récemment. Ça faisait partie de notre projet de recherche de communiquer les résultats. Et alors, je ne suis pas ingénieur fluide, donc je parlerai de ça avec des termes tout à fait simples. Ce que j'ai compris de nos recherches et surtout de l'instrumentation qu'on a fait et des résultats qu'on a obtenus, c'est que la qualité de l'air est tout à fait satisfaisante. On suit les concentrations de CO2 tout le temps, entre guillemets. Si parfois la concentration de CO2 peut être un peu supérieure à la norme, néanmoins, la qualité de l'air globale est tout à fait satisfaisante. Alors, je vous invite vraiment
à vous reporter aux documents qu'on a déposés sur site Ecopolis, notamment notre rapport de l'ADEME et le rapport du caustique. On a fait intervenir donc une étude extérieure, parce que sinon il y avait que nous qui disions que ce qu'on avait fait c'était bien. Donc là, l'ADEME nous a demandé d'avoir quand même un tiers pour faire lui aussi des expérimentations et des mesures. Et le rapport du caustique est tout à fait encourageant en disant en conclusion qu'il fallait faire évoluer la réglementation pour que notre technique soit inclue dans la réglementation. Voilà. Très bien, merci. Alors, deux dernières petites questions rapidement. Alors, bon, une question, c'est vrai qu'en plus vous y avez fait référence et on tourne autour du sujet sans l'évoquer, ben, la question des usagers en fait, hein, parce que c'est quand même avant tout pour eux qu'on se pose ces questions-là sur la conception des bâtiments. La question est très simple. Est-ce que vous avez déjà quelques retours justement d'usagers, de premiers usagers? C'est Madame Brocard qui nous pose cette question, des enseignants ou des élèves et des parents d'élèves sur le confort de ces bâtiments. Ou est-ce que c'est des choses que vous n'avez pas encore sur lesquelles vous n'avez pas encore vraiment de recul selon l'état d'avancement des différents projets? Il y a quand même des projets qui sont livrés depuis 2014, donc ça, la première école a été livrée en 2014, donc on a quand même des retours. C'est pas compliqué. Si je n'entends rien, c'est que tout va bien, et donc si j'entends quelque chose, c'est que c'est un problème. Alors en fait, bizarrement, c'est le confort d'hiver le plus compliqué. Souvent, les utilisateurs trouvent qu'il fait un peu frais dans nos bâtiments. Mais c'est-à-dire que les autres bâtiments de la ville qui sont plus anciens, où le chauffage est toujours à fond, il fait relativement chaud, mais nous avons des bâtiments très bien isolés avec une température de consigne à 19. Et de fait, pour un utilisateur qui bouge pas beaucoup, c'est vrai que 19, on peut se refroidir. De l'intérêt peut-être de repenser les usages et la façon de faire la pédagogie dans ces bâtiments. Et c'est pour ça aussi qu'on avait proposé des gilets tricotés pour compléter le confort en hiver. Sinon, en été, là, oui, j'ai été témoin de parents qui rentraient dans le centre de loisirs Chirac, je sais plus, en juin ou en juillet, et qui s'exclamaient, mais c'est fantastique, il y a la clim ici, il fait frais, alors qu'il n'y a pas du tout la clim, évidemment. Donc là, sur le confort d'été, et les utilisateurs m'en ont encore reparlé hier, parce que j'étais au centre de loisirs, pour eux, alors là, il n'y a pas photo, c'est le plus gros point positif de ces bâtiments, c'est le confort en été, ou enfin, je dis en été, en période de canicule, à quelques moments que ce soit. Eh bien, merci. Donc des retours plutôt positifs. Alors, dernière petite question, et après, je crois qu'on a fait le tour des questionnements. Monsieur Fournier, pardon, qui nous demandait, est-ce que dans ces équipements publics, vous avez aussi envisagé la création de pièces refuges, ouverts plus largement en dehors d'être accueillis dans l'établissement? Alors aujourd'hui, globalement, l'ouverture des écoles à un public hors scolaire, on a toujours le même problème. On est toujours en plan Vigipirate, on a toujours cette difficulté à partager les usages de ces bâtiments. Mais j'ai envie de dire, le bâtiment entier est un refuge. Et effectivement, moi je pense que ça soit un refuge à la fois pour les périodes de canicule, mais ça peut être aussi un refuge en cas de coupure électrique et pas de chauffage dans certains bâtiments. Dans nos écoles, nous avons des poêles de masse qui nous permettent de chauffer enfin pas l'ensemble du bâtiment encore, mais en tout cas les salles pluridisciplinaires, et d'accueillir des enfants quand bien même il y aurait des coupures d'électricité et que les systèmes de chauffage standards ne fonctionneraient pas. Donc ces bâtiments sont conçus comme des espaces refuges d'hiver ou d'été, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu de les ouvrir à un public autre que scolaire. Eh bien, merci beaucoup. J'imagine que cette présentation, de toute façon, a suscité beaucoup d'autres interrogations, mais j'espère qu'on a pu répondre au moins à une partie des questions qui se posaient. Célia, je te propose qu'on conclue. Oui, merci beaucoup, c'était très enrichissant. J'ai quand même une petite question. Il y avait une question dans le chat pour savoir si Ronnie partageait ses expériences avec d'autres communes en dehors de du cadre d'aujourd'hui, peut-être. Alors via Ecopolis, peut-être, je ne sais pas, que vous pouvez nous donner des précisions. Alors, c'est totalement notre mission de service public que de partager tout ce qu'on fait. Hein, on n'est pas en train de breveter des systèmes ou de les garder pour nous.
Donc, comme vous le dites, on partage volontiers lors de webinaires ce qu'on fait. On travaille avec Ecopolis et la démarche bâtiment durable francilien depuis le tout début. Donc, il y a beaucoup de ressources qu'on peut retrouver sur le site d'Ecopolis. Et après, j'imagine qu'en ligne, il y a un certain nombre d'autres conférences qu'on a pu faire qui sont faciles à trouver. Et on répond avec un certain délai, mais on répond aux questions qui nous sont posées et on a accueilli de nombreuses collectivités pour faire des visites des bâtiments ou des chantiers, voilà, afin de partager tout ce qu'on expérimente ici et de mettre en commun. Et Merci beaucoup. je me permets en élément un Ouais. complément de réponse, effectivement. Donc je vous ai partagé dans le chat tout à l'heure la petite présentation de l'exposition ventilation naturelle à laquelle Charlotte Picard faisait référence. On a également un certain nombre de fiches opérations référencées sur notre site sur typiquement le centre de loisirs Jacques Chirac par exemple. Si tu peux juste aller à la dernière slide que je t'avais passée, parce que ça rebondit directement sur ce qu'on se disait juste avant, puisque le 12 juillet, voilà, c'est ça exactement, Mm. on organise la visite du groupe scolaire Simone Veil. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous voulez voir de visu les innovations qui sont développées par Rony, on vous encourage très fortement à vous préinscrire à cette visite. Donc les places sont limitées, mais rassurez-vous, on organise souvent des visites avec Rony sur leur projet. Et je me permets aussi, Célia, du coup, je te fais remonter 2 slides en avant pour mentionner le fait qu'on a 2 formations qu'on va lancer à la rentrée avec Ecopolis et qui font directement écho au sujet dont on parle aujourd'hui, notamment une formation sur la thématique rafraîchir les villes les 28 et 29 septembre prochains, pour lesquels il nous reste encore des places et qu'on monte avec plaisir avec le bureau d'études Soleneos. Et puis également une formation, le sujet a été abordé en creux tout à l'heure, et même si c'est pas directement ce qui nous intéresse, mais quand même, quand on parle de ventilation naturelle notamment, la question se pose. On fait aussi une formation sur l'enjeu de la qualité de l'air intérieur pour former un certain nombre d'acteurs à la démarche ECRIN, donc une démarche qui a été développée par l'ADEME. Donc ECRIN, c'est un sigle qui signifie engagement à construire pour un air intérieur sain. Et voilà, donc une démarche de qualité de l'ADEME qui vise à intégrer au mieux les enjeux de qualité de l'air intérieur dans la construction neuve, réhabilitation ou rénovation, dans tout type de projet, que ce soit du tertiaire, du logement, des bureaux, etc., etc. Donc voilà, donc on vous encourage, si vous voulez vous former sur ces thématiques, à prendre contact avec nous. Je pense que Célia pourra partager les liens ou qu'on les partagera à la suite de ce webinaire. Et je vais remercier tous les participants, tous les intervenants, l'organisation. Célia, et je te laisse conclure les échanges du jour. Oui, merci beaucoup en effet aux intervenants, à Alban aussi pour ton animation qui était très dynamique et pertinente. Je change complètement de sujet pour vous parler du dernier épisode de la série Vivre avec le changement climatique, les territoires s'engagent. On va parler de santé mentale. C'est une grande première pour le réseau et pourtant c'est un sujet tellement important et plus particulièrement donc de l'éco-anxiété. Vous ne connaissez pas tellement ce terme ou que vous en avez entendu un peu parler de loin, je vous invite très fortement à suivre ce webinaire parce qu'on va avoir en plus des invités de qualité. Un psychiatre, une psychologue, un professeur agrégé d'éco-gestion et une démographe. Donc on parlera aussi, comme d'habitude, non seulement de l'enjeu, mais aussi des actions qui peuvent être mises en place sur le territoire. C'est un webinaire qu'on a organisé avec une adhérente du réseau qui est journaliste médicale, Mireille Perronnet, que je remercie si elle nous écoute. En tout cas, vous pouvez vous inscrire. Je vais vous partager le lien dans le chat pour vous inscrire. On a fait une sélection de ressources pour ce webinaire. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça. N'oubliez pas de répondre au questionnaire quand vous quittez l'événement. Questionnaire de satisfaction qui paraît long mais qui est très court. Donc merci d'avance. Et puis à très bientôt. On se retrouve le 22 juin pour celles et ceux qui... Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir.